messieurs, bonsoir et bienvenue au 19h de ce 22 novembre. À la une de l'actualité, adoption à l'unanimité de la loi de finances 2023 par les députés. Le texte prévoit des augmentations des salaires et des dispositions pour booster l'investissement. Nous écouterons le ministre des Finances dans ce journal. Le général d'armée Saïd Chengueriha, chef d'état-major de l'armée nationale populaire, est reçu en audience. Le général d'armée Mohamed Othman Al-Hussein, chef d'état-major des forces armées soudanaises, en visite en Algérie. Et un volet économie et énergie dans notre édition avec, entre autres, cette briqueterie Al-Bayed qui a atteint une production de 120 000 tonnes par an et le forage de puits pastoraux à Ouergla fonctionnant à l'énergie solaire. À l'étranger, au Maroc, les blouses blanches se joignent au mouvement de protestation en sortant en masse dans les rues de Rabat. Ils appellent à une réforme du secteur et rejettent le nouveau régime fiscal de la loi de finances. Bienvenue à tous, heureuse de vous retrouver. Je vous le disais en titre, adoption à la majorité ce matin de la loi de finances 2023 par les députés. Une séance plénière présidée par le président de l'Assemblée populaire nationale, Ibrahim Bourali, en présence du ministre des Finances, la ministre des Relations avec le Parlement et de plusieurs membres du gouvernement. Ce budget est basé sur un prix de référence du pétrole à $60 et un prix du marché à $70, un taux de croissance de 4,1%, une inflation de 5,1%, des exportations de 46,3 milliards de dollars, des importations de 36,9 milliards de dollars et des réserves de change de 59,7 milliards de dollars. Suite à l'adoption, le président de l'Assemblée populaire nationale a salué les interventions des députés qui ont touché pratiquement tous les articles. Je vous invite à l'écouter. Nous avons adopté aujourd'hui le projet de loi de finances 2023. Nous espérons que cette année sera celle du développement économique pour l'Algérie. Tous les efforts sont mobilisés afin de réaliser la relance tant attendue, avec le déploiement de tous les moyens humains et matériels pour réaliser un bond en avant et rejoindre les nations les plus développées et leurs peuples qui ont traversé plusieurs phases sur la voie de leur développement. Je vous remercie pour le sens des responsabilités dont vous avez fait preuve et qui ont démontré votre réelle volonté et votre sérieux dans les débats, ce qui a permis d'enrichir le projet et d'éclairer toutes les zones d'ombre et permis de mieux cerner ce projet. Vous avez, avec vos accords et désaccords, représenté la liberté d'expression et d'opinion qui exprime avec transparence les grandes orientations traduites dans le programme tracé par le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, et adopté par le peuple. De son côté, le ministre des Finances a rappelé que le texte prévoit des dispositions soutenant le pouvoir d'achat des Algériens et d'autres pour booster l'investissement. On l'écoute. Cette loi permettra incontestablement de bâtir une économie forte et de relever tous les défis imposés par la nouvelle conjoncture mondiale. Je voudrais également souligner que l'édification effective de l'Algérie nouvelle nécessite la mobilisation de toutes les forces vives de la nation et toutes les compétences du pays qui activent au niveau des administrations et des institutions avec la participation des représentants du peuple dont les opinions contribuent à l'amélioration de la situation socio-économique du pays. Et les débats se sont poursuivis depuis dimanche. Pas moins de 12 amendements au projet de loi proposé par les députés ont été retenus, à souligner dans ce texte notamment les augmentations des salaires, de l'allocation chômage, les abattements fiscaux et douaniers sur l'importation de véhicules de moins de 3 ans et d'autres dispositions contenues dans le plus important budget de l'État depuis l'indépendance. Le compte rendu de Amel Barba. Le projet de loi de finances 2023 a été donc adopté à la majorité absolue. Sur une quarantaine d'amendements proposés, 12 ont été retenus. Cette loi de finances, qui est basée sur un prix référentiel de $60 le baril de pétrole, comporte plusieurs points forts, notamment l'augmentation des salaires, des pensions des retraites et des allocations de chômage. Autant de mesures qui visent à améliorer le pouvoir d'achat et préserver les acquis sociaux. Il s'agit principalement de la décision prise par le président de la République des augmentations de salaires, plus
plus les retraités. Je remercie le président de la République d'avoir donné 270 millions de dinars, 27 milliards de dollars, qui a réservé uniquement pour les salaires, pour les retraités. C'est un souffle. Réservé, c'est presque 14 000 milliards de dinars, c'est très important comme enveloppe. La deuxième des choses, c'est que cette loi de finances s'articule sur des programmes et des objectifs qui s'étalent sur les années 2023, 2024, 2025. De l'argent qui vont vers l'aboutissement à des résultats concrets. C'est une première dans notre pays. J'espère que ça va nous amener à réaliser des résultats sur le plan socio-économique. Le volet social est préservé dans la mesure où c'est décidé dans le cadre de cette loi et par rapport à une décision politique, l'augmentation des salaires, l'augmentation aussi de l'indemnité du chômage. Parmi les mesures phares de cette loi de finances, l'importation de véhicules de moins de 3 ans avec un abattement fiscal et douanier allant de 20 à 80%. Pour les véhicules hybrides, électriques et essence. Sont exclus de cette mesure les véhicules diesel. Ce qu'il y a à relever, c'est l'importance du budget affecté pour l'exercice 2023. Nous parlons de 98 milliards de dollars, ce qui est le plus important depuis la création, depuis l'Algérie indépendante. Donc aujourd'hui, la priorité est donnée pour relever le pouvoir d'achat. Tout ce qui concerne l'importation des véhicules, ça sera des véhicules essence ou bien électriques, voire hybrides. Donc c'est un projet très très intéressant. Il y a un appel qui est fort, qui est fait envers les étrangers, donc les IDE, les investissements directs étrangers, sur lesquels il y a des facilitations. Les membres de la communauté, bien évidemment, sont concernés. Ce projet de loi de finances 2023 prévoit également la prise en charge du rapatriement des dépouilles des Algériens de l'étranger sans distinction. Voilà donc pour cette loi de finances 2023 qui a été adoptée, je le rappelle, aujourd'hui par les députés. Le Premier ministre Emin Abdelrahman a reçu le ministre tchèque de l'Industrie et du Commerce, Josef Sikela, qui effectue une visite en Algérie. Les deux parties ont réaffirmé leur volonté de développer les relations entre les deux pays et diversifier la coopération, notamment dans les domaines de l'industrie, l'énergie et les énergies renouvelables. L'entretien a eu lieu en présence du ministre de l'Industrie, Ahmed Zardar. Et justement, le président de la Cour constitutionnelle, Omar Belhadj, a reçu aujourd'hui la ministre de la Justice du gouvernement d'Union nationale de Libye, Halima Ibrahim Abdelrahman, qui effectue une visite de travail en Algérie. Les deux parties ont salué lors de leur entretien la profondeur des relations qui lient les deux pays et le haut niveau qu'a atteint la coopération bilatérale et en passé en revue les voies et moyens de les renforcer davantage dans différents domaines, notamment en matière de justice constitutionnelle. Le président de la Cour constitutionnelle a mis en avant à l'occasion les importantes réformes initiées en Algérie sous la conduite du président de la République, Abdelmadjid Tebboune, dans le cadre de l'édification d'une Algérie nouvelle. De son côté, la ministre libyenne de la Justice a insisté sur l'importance accordée par les autorités de son pays au développement de la coopération avec l'Algérie. Et le ministre de la Justice, garde des Sceaux, Abdelrachid Tebbi, a reçu également la ministre de la Justice du gouvernement d'Union nationale de Libye, Halima Ibrahim Abdelrahman, et la délégation qui l'accompagne. Les deux parties ont évoqué les voies et moyens de renforcer la coopération bilatérale dans les domaines juridiques et judiciaires, ainsi que l'échange des expertises au mieux des intérêts des deux pays. Je vous invite à écouter la ministre libyenne. C'était une rencontre fructueuse. Nous nous sommes entretenus autour de questions très importantes. Nous avons également échangé nos expériences en matière de coopération judiciaire et juridique concernant notamment la formation de la police judiciaire, l'Institut supérieur de la magistrature, mais également l'Académie de médecine légale. Dieu merci, nous avons créé un institut dédié à la médecine légale. L'actualité, le général d'armée Saïd Chengueliha, chef d'état-major de l'armée nationale populaire, a reçu en audience ce mardi au siège de l'état-major de l'ANP le général d'armée Mohamed Othman Al-Hussein, chef d'état-major des forces armées soudanaises, qui effectue une visite en Algérie à la tête d'une importante délégation. Walid Yousfi.
La cérémonie d'accueil a été entamée par le salut du drapeau national, suivi du salut militaire présenté à l'hôte par une formation militaire représentant les différentes forces de l'armée nationale populaire. Lors de cette rencontre à laquelle ont pris part le secrétaire général du ministère de la Défense nationale, les commandants de force, les chefs de département et les directeurs centraux de l'état-major de l'ANP et du ministère de la Défense nationale, ainsi que l'ambassadrice du Soudan à Alger et les membres de la délégation militaire soudanaise. Les deux parties ont abordé le contexte sécuritaire régional où ils ont souligné la nécessité de la conjugaison des efforts pour relever les défis sécuritaires et explorer les voies et moyens à même de renforcer les relations de coopération entre les deux pays. Les deux parties ont également échangé les points de vue sur les questions d'intérêt commun. À cette occasion, le général d'armée a prononcé une allocution au terme de laquelle il a tout d'abord souhaité la bienvenue à la délégation hôte en soulignant que cette visite constituera sans nul doute une occasion pour les deux parties d'échanger les points de vue sur la situation prévalant sur la scène internationale en général et en Afrique en particulier. بداية اسمحوا لي أن أرحب بكم وبالوفد المرافق لكم. Tout d'abord, permettez-moi de vous souhaiter, ainsi qu'à la délégation qui vous accompagne, la bienvenue au siège de l'état-major de l'armée nationale populaire, en espérant que votre visite en Algérie sera sanctionnée de résultats profitables pour le processus de coopération, de même que pour les relations de fraternité qui lient les forces armées de nos deux pays. Cette visite nous permettra à l'évidence d'échanger les points de vue sur la situation prévalant sur la scène internationale en général et en Afrique en particulier. حول الوضع السائد في الساحة الدولية عموما وفي القارة الإفريقية على وجه الخصوص. Le général d'armée a exprimé sa volonté à œuvrer ensemble à la consolidation des relations historiques qui lient les deux pays frères, notamment à travers la relance des activités de coopération à même de répondre aux exigences du contexte régional actuel et de relever les défis sécuritaires communs. أؤكد لكم تطلعاتنا للعمل سويا. Je tiens à vous assurer de notre volonté d'œuvrer ensemble dans le sens de la consolidation des relations historiques qui lient les deux pays frères, notamment à travers la relance des activités de coopération, à même de répondre aux exigences du contexte régional actuel et de relever les défis sécuritaires communs auxquels nous faisons face. ورفع التحديات الأمنية المشتركة التي نواجهها. كما أنني على يقين أن التبادل المستمر للزيارات والاحتكاك بين القوات المسلحة. De même, je suis convaincu que l'échange régulier des visites et la multiplication des contacts entre les forces armées de nos pays respectifs permettront de définir les domaines de coopération bilatérale en leur conférant la densité et la portée escomptées. Au terme de cette rencontre, les deux parties ont échangé des présents symboliques avant que le général d'armée Mohamed Othman El-Hussein ne signe le livre d'or de l'état-major de l'ANP. Signature du protocole d'Alger entre des associations énergétiques méditerranéennes et maghrébines, 4 au total, desquelles le groupe Sonelgaz est membre, se sont entendus sur le renforcement de la coopération et de l'intégration énergétique régionale. Cette signature est intervenue lors de la conférence commune sur les interconnexions électriques en Méditerranée, facteur d'intégration régionale et catalyseur de la transition énergétique. Était présent le ministre de l'Intérieur, d'autres membres du gouvernement, le PDG de la Sonelgaz, l'ambassadeur de l'Union européenne en Algérie, ainsi que le ministre de l'Énergie et des Mines et la ministre de l'Environnement et des Énergies renouvelables. Je vous invite à les écouter justement. إنني على يقين
Je suis convaincu que les échanges qui découleront de ce partenariat rendront la coopération au niveau national et régional plus efficace et plus dynamique. Et si l'on aspire à avoir une coopération plus fructueuse, nous devons accorder plus d'importance aux mutations et changements dans le monde et leur impact sur les stratégies énergétiques nationales. La coopération dans le domaine énergétique et des énergies renouvelables entre les deux rives de la Méditerranée revêt une grande importance pour l'Algérie, notamment en ce qui concerne l'amélioration du mix énergétique et les interconnexions électriques. Le ministre de l'Industrie, Ahmed Zardar, a reçu le ministre tchèque de l'Industrie du Commerce, Josef Sikela, avec qui il a abordé l'état des relations économiques et industrielles bilatérales et les voies et moyens de les renforcer dans l'intérêt des deux pays. Économie toujours, troisième assemblée générale ordinaire du Conseil national économique, social et environnemental. L'ouverture a été supervisée par le président du CNES, Bouchnar Ledi, en présence de membres du gouvernement, du conseiller du président de la République chargé des affaires économiques et financières, Yassine Ould Moussa. À l'occasion, le CNES a signé un accord de coopération avec le Conseil national de la recherche scientifique et des technologies pour l'élaboration d'études communes et l'échange d'informations. Pour rappel, l'Assemblée générale du CNES a pour but l'évaluation des indicateurs économiques de 2022 et les prévisions pour 2023. À propos d'économie, une briqueterie à Al Bayad a atteint une production de 120 000 tonnes annuellement. L'usine qui fournit plusieurs wilayas du pays est aujourd'hui autosuffisante en matières premières, nous dit Mariam Damis. Située dans la région de Ain Arak, dans la wilaya d'Al Bayad, cette briqueterie tourne 24 heures sur 24, exploitant la matière première disponible dans la région pour atteindre son objectif et produire 120 000 tonnes de briques rouges annuellement. En fabriquant de la brique rouge ici à Al Bayad, nous contribuons d'une manière conséquente à la diminution de la quantité de briques rouges transportées des wilayas du nord du pays. Cette usine a créé de l'emploi dans la région et permet d'exploiter la matière première existante ici à Al Bayad. Une main-d'œuvre locale hautement qualifiée fait fonctionner d'une main de maître toute la machinerie à la pointe de la technologie. Grâce à la technologie dont nous disposons dans cette usine, nous obtenons un produit de qualité. Nous avons plus de 80 employés qui sont majoritairement de la région d'Al Bayad et ils sont pour la plupart diplômés de l'université et des centres de formation professionnelle. Désormais, cette briqueterie répond entièrement aux besoins de la wilaya d'Al Bayad en briques rouges. La wilaya d'Al Bayad a atteint l'autosuffisance en matière de briques rouges et nous ambitionnons la même chose pour les wilayas du sud et sud-ouest du pays tels que Naama, Béchar, Adrar et Tindouf. Cette usine compte parmi les plus importants investissements de la wilaya d'Al Bayad, ayant apporté une réelle valeur ajoutée à l'économie de la région. Et l'électricité est déterminante dans l'agriculture moderne. Une large campagne de raccordement au réseau est effectuée dans plusieurs wilayas du pays, dans plusieurs exploitations agricoles. À Ouergla, le réseau domestique est soutenu par le solaire. Des installations font désormais fonctionner des puits pastoraux. 37 au total, nous dit Amal Siridir. L'utilisation des forages pastoraux à l'énergie solaire au niveau de ces régions enclavées devient la priorité des autorités dans la wilaya d'Ouargla. Justement, un important programme de développement a été tracé par la direction de conservation des forêts pour l'accompagnement des éleveurs. Les éleveurs avaient des difficultés à faire fonctionner les générateurs électriques. Ils parcouraient de longues distances pour se procurer du carburant. L'énergie solaire nous a épargné tout cela. Désormais, il est facile d'assurer l'abreuvement des camelins. Ces réserves d'eau mises en place par l'État dans des régions reculées sont d'une grande utilité. Cela permet à nos chameaux de s'hydrater à tout moment. Après la concrétisation du projet de l'énergie solaire, le quotidien des éleveurs est devenu beaucoup plus facile.
Le projet de l'énergie solaire nous a facilité plusieurs tâches. Désormais, on peut abreuver nos bêtes sans aucun effort. Cela nous a permis également d'économiser de l'énergie. Le suivi et l'encadrement des éleveurs bénéficiaires du programme de développement pour l'acquisition de forages pastoraux à l'énergie solaire est primordial afin d'assurer une exploitation optimale des équipements utilisés. 19 forages pastoraux ont été aménagés. Nous avons également équipé 37 forages pastoraux de panneaux photovoltaïques, des forages répartis sur l'ensemble des communes agro-pastorales de la wilaya. Nous accompagnons les éleveurs pour leur apprendre comment faire fonctionner les équipements utilisés dans ces forages. Cette opération entre dans le cadre du renforcement des projets de développement au niveau des régions enclavées. Elles devront être généralisées à toutes les régions à vocation agro-pastorale. Il s'agit d'un programme tracé par l'État. Un intérêt particulier lui a été accordé. C'est un projet ami de l'environnement et à un moindre coût. Il faut savoir que le but de ce projet, c'est d'accompagner les éleveurs au niveau de ces régions éloignées. En plus de son efficacité, ce projet permet de faciliter le travail des éleveurs au niveau de ces régions du Grand Sud, tout en utilisant l'énergie propre, ce qui contribue ainsi à préserver l'environnement. Recueillement ce matin à Paris sur la dépouille du défunt Moudjahid Jamaldine Hohou, décédé hier à l'âge de 88 ans. Une prière a suivi avant la levée du corps en fin de matinée en présence de la famille du défunt et l'ambassadeur d'Algérie en France. Né à Biskra, Jamaldine Hohou a rejoint le FLN en 1956 et a été l'un des dirigeants de l'UGEMA avant de rejoindre le gouvernement provisoire. À l'indépendance, il a occupé plusieurs postes de responsabilité au sein de l'État. À l'étranger, l'ex-ministre marocain des droits de l'homme et bâtonnier de Rabat, Mohamed Ziyane, a été arrêté dans son bureau hier soir. Selon des médias locaux, son avocat a déclaré que Ziyane a été transféré à la prison d'El Harjet sans être notifié légalement de sa condamnation par la cour d'appel de Rabat et n'a jamais comparu, précisant qu'il a été condamné pour toutes sortes de charges, ou toutes les charges possibles et imaginables. Le fondateur du parti marocain libéral Ziyane s'est fait connaître par des déclarations critiques à l'encontre du pouvoir, en particulier des services de renseignement marocains. Et toujours au Maroc, les blouses blanches se joignent au mouvement de protestation en sortant en masse dans les rues de Rabat. Ils appellent à une réforme du secteur. Le syndicat national des médecins du secteur libéral rejette catégoriquement le nouveau régime fiscal contenu dans le projet de loi de finances. Mariam Damis. Après le mouvement de grève des avocats qui a paralysé les tribunaux, c'est au tour des blouses blanches de crier leur colère. Ils sont sortis par centaines pour exprimer leur désarroi et leur mécontentement et exiger une réforme du secteur qu'ils estiment délaissé par les autorités. À Rabat, les médecins du secteur privé ont manifesté devant le Parlement, appelant le gouvernement à revoir les nouvelles mesures fiscales du projet de loi de finances 2023. كأطباء قطاع حر بصفة عامة بغض النظر عن الانتماءات وعلى الأسماء نحن هنا للتنديد بمقتضيات القانون المالي 2023 اللي جات به الحكومة واللي تخلوا واحد الإجحافات وواحد التدابير اللي من شأنها أنها تعيقنا في الممارسة ديال المهنة ديالنا. هاد الاجراءات اللي كانت قبل وخلات الاطباء يخويو عاد جينا هضرنا على اجحافات وعلى تضييقات على تضريب جديد لهاد المهنه فما يمكنش الا اننا نطالبوا الحكومه بمراجعه التدابير ديالها وانها تحمل مسؤوليتها كامله. L'impôt sur le revenu des personnes physiques impose aux médecins de payer 38% des bénéfices. De son côté, le syndicat national des médecins du secteur libéral a catégoriquement rejeté le nouveau régime fiscal et demande au gouvernement de revoir les mesures applicables aux médecins libéraux et la tarification de référence, tout en appelant à ouvrir la porte au dialogue au lieu d'imposer des mesures qui pourraient plomber l'activité de ce secteur vital.
لان هذا القطاع من المنبع كيتعتبر واحد الضربه قاضيه لهذا القطاع هذا، لانه ديجا تعاني من واحد العدد المشاكل واللي حنا عارفينها، منها عدم مراجعه التعريفه ديال الصحه، يعني التعريفه الوطنيه اللي لحد الان مازال كتغومبورسي على اساس 80 درهم الطبيب العام و120 درهم الطبيب الخاص، وهذا في حد ذاته واحد الحيف ضد المواطن اولا وضد الطبيب بالطبع. فاذا زدنا هذا القطاع هذا يعني هي طريقه اللي غتخلي انه العديد من الاطباء يا اما خصهم يسدوا العيادات ديالهم، ولا واحد المجموعه ديال خصوصا الشباب اللي هما ديجا في اطار يحطوا الطلب ديالهم باش يمشيو للدول الاخرى يمارسوا، لانهم غيلقاو راسهم يعني مضغوطين بواحد الضغط كبير ديال هاد الضرائب اللي نازله على القطاع الخاص. Le régime du Marzen fait face à une multiplication des mouvements de protestation touchant toutes les franges de la société marocaine, opposés au nouveau dispositif fiscal contenu dans le projet de loi de finances 2023. Retour dans le pays et on va à la rencontre de Hassan, un agriculteur de Constantine qui s'est lancé avec sa femme dans la production de jigérine, une variété de pastèque particulière qui ne poussait pas il y a peu en Algérie. Au contraire des autres fruits, celui-ci se consomme cuit, en confiture ou en gelée, nous dit Majda Jahmoun. À première vue, ce sont des pastèques ou alors des courges, mais si on y voit de plus près, on découvre que c'est un fruit peu connu en Algérie. Ronde ou ovale, verte et tigrée, la jigérine est un fruit qui aime le soleil, peu sucré, avec beaucoup de pépins. Ce fruit est bel et bien cultivé en Algérie, originaire de la plaine de Djendjen, dans la wilaya de Djidjel. Ce fruit est cultivé en Algérie, originaire de Djendjen, où on le plantait dans la deuxième moitié du 19e siècle. Malheureusement, personne ne cultive la jigérine de nos jours. Nous nous sommes relancés alors dans la culture de ce fruit qu'on plante à la mi-avril et qu'on cueille durant le mois d'octobre. Les rendements sont très bons quand la pluviométrie est importante. La jigérine existe en plusieurs formes et tailles. Dans le douar de Zekar à Constantine, c'est par pure curiosité que Hassan Ghennem a opté pour la culture de ce fruit appelé méréville ou encore pastèque à confiture. Un fruit qui ne se mange pas cru, la jigérine est principalement cuisinée avant sa consommation pour en faire des gelées ou encore des confitures. D'abord, on épluche le fruit et on lui enlève tous les pépins. On le découpe ensuite en petits carrés. On ajoute après le sucre au carré de jigérine et une tranche de citron. Puis on laisse macérer toute une nuit. Le matin, il sera bien juteux. On mélange et on passe à la cuisson, de préférence dans une bonne marmite. Il faut laisser bouillir. Une fois que ça bout, on met de côté et on laisse refroidir jusqu'à ce que la couleur change, devenant plus foncée. Au final, on obtient une confiture qui a un goût similaire à l'ananas. Un fruit peu connu chez les Algériens qui vaut le coup d'être testé, surtout qu'il est riche en antioxydants. Un mot de sport pour finir, football et la troisième journée du mondial du Qatar avec 4 matchs au menu aujourd'hui. Tout d'abord l'Arabie Saoudite qui a battu l'Argentine 2-1 à l'Usail Stadium, un match du groupe C. La Tunisie fait un nul face au Danemark, 0-0 à l'Education City Stadium dans le groupe D. Et c'est au stade 474 que le Mexique et la Pologne ont fait un autre nul, 0-0, un match du groupe C. La quatrième rencontre mettra aux prises la France et l'Australie au stade Al Janoub. Match du groupe D, ce sera à partir de 20h. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Excellente soirée sur Canal Algérie.